Monsieur Ploncard-Dassac, bonsoir Manuel. Bonsoir docteur, bonsoir Diane. Eh bien, bonsoir Diane, bonsoir Manuel. Nous voilà à nouveau. Bon, il y a eu un petit écart dans la cadence de nos entretiens, puisque Diane n'était pas disponible. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, soyez la bienvenue à nouveau, Diane. Je vous remercie. Et vous voyez, bien entendu, Manuel. Bien sûr. Voilà. Bon, eh bien, on en vient à l'actualité. Pouvez-vous nous faire le point sur la situation sanitaire et sur les perspectives de sortie de confinement? Alors, faire le point sur la situation sanitaire, ça, c'est pas compliqué à faire. Je dirais déjà tout de suite, c'est calamiteux. Quant à la sortie de crise, alors là, chers amis, ça dépendra du bon vouloir de ceux qui nous dirigent. Et c'est tellement confortable pour eux de maintenir les petits Français en cabane, il n'y a pas d'autre terme, qu'ils vont jouer certainement les prolongations en nous inventant un nouveau virus de ceci, etc., etc., etc. Bon, alors, venons-en à la situation sanitaire telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, première chose qui saute aux yeux, quand vous allez sur les sites français, tout va très bien. Les Français se précipitent pour se faire vacciner. Il y a des queues qui s'allongent, qui s'allongent. Bon, ce petit bémol, c'est qu'on apprend aussi en même temps qu'en fait, il reste je ne sais pas combien de dizaines de milliers de vaccins qui n'ont pas été utilisés. Alors on se pose la question, si vraiment les gens se précipitent, comment se fait-il que tous ces vaccins ne soient pas utilisés? D'où la question, est-ce qu'on nous bourre le crâne pour faire croire aux gens qui ne sont pas encore vaccinés que finalement tout le monde se précipite et qu'eux devraient en faire autant? Donc là, il y a du bourrage de crâne, c'est évident. Autre petite annonce tout de même dans les médias français, c'est qu'on apprend que tout de même, ça on le savait déjà nous, que le personnel infirmier et le personnel soignant traînent des pieds pour se faire vacciner. Et que, comme nous sommes en démocratie, M. Véran, M. Castex et Macron veulent imposer autoritairement au personnel soignant de se faire vacciner. Bien entendu, je répète, on est en démocratie, n'est-ce pas? Bon, alors voilà pour la situation en France. Bon, tout ça est tout de même quelque peu masqué. Mais alors, quand on va sur les sites étrangers, c'est une autre chanson. Et là, on s'aperçoit de l'accumulation des conséquences très néfastes et mortelles de la vaccination. Alors, je vais vous prendre quelques exemples que j'ai rassemblés. En Allemagne, par exemple, un vague de décès dans une maison de repos après la vaccination anti-Covid des résidents, etc., etc., etc. Après la deuxième dose, 11 autres résidents sont tombés gravement malades et un autre est décédé. Ainsi, 25% des résidents sont décédés immédiatement et 36 ont été gravement malades peu de temps après la vaccination. Alors, ça c'est une chose. Des responsables norvégiens allemands ont déclaré qu'ils enquêtaient sur les décès suite au vaccin. Le mois dernier, en Espagne, les autorités ont temporairement interrompu les vaccins après le décès de 46 résidents d'une maison de retraite après avoir reçu le vaccin. Le Global Times a rapporté la semaine dernière que 16 personnes âgées en Suisse sont décédées suite à la vaccination anti-Covid. Aux États-Unis, selon les dernières données disponibles du Vaccine Adverse Event Reporting System, l'âge moyen des personnes décédées suite au vaccin anti-Covid est de 77,8% selon Mediapresse Info, etc., etc., etc. Donc voilà, bon, il y en a encore, je pourrais vous en citer encore. Donc voilà ce qu'on découvre.
quand on va sur Internet et qu'on recherche les sites étrangers qui parlent des conséquences de la vaccination. Ah, j'oubliais, petit détail aussi, en Israël, bon, je vais vous le citer de mémoire, ils ont constaté que la vaccination faisait 40 fois plus de morts que les patients non vaccinés. Alors, il ne faut pas oublier qu'Israël est le pays qui est le plus vacciné. Et c'est au point que je ne me rappelle plus quel Israélien a dit qu'en fait, c'était une nouvelle Shoah. Le plus amusant, c'est la Shoah faite par Netanyahou. Donc voilà les choses que les Français doivent connaître et répercuter autour d'eux pour ne pas se laisser faire et éventuellement se faire trucider. Voilà, en gros, pour répondre à votre question, donc je dirais, je réinsiste bien, les conséquences, on les connaît de plus en plus, elles sont calamiteuses. Quant à la sortie de crise, c'est pas de mal à veille, malheureusement, à mon avis, parce que ça convient trop à tous ces gouvernants, soi-disant démocratiques, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne notamment. Mais l'explosion, je pense, n'est pas loin. En tout cas, en Espagne, en Italie et ailleurs, ça commence à exploser. C'est pour ça qu'ils ont tout de même libéralisé. Donc voilà, nous, notre rôle est d'informer les Français, qu'ils comprennent là où on veut les mener, je dirais une sorte d'abattoir, pour qu'ils se révoltent. On n'en sortira que comme cela. Voilà, j'ai pas tout à fait vidé ma cartouchière, il y en a encore, mais voilà en résumé. Mais récemment, Jean Castex et bon, le reste des membres du gouvernement ont quand même, comment dire, n'ont pas souhaité confiner. Ils ont mis en place toute une sorte de procédure, comment dire. De toute façon, ils veulent pas. Le gouvernement français, soit s'est réveillé, ils ont quand même pris conscience que si reconfiner encore une fois, ça serait la catastrophe, soit pour eux, soit pour le pays. Alors, ce n'est pas tellement la catastrophe économique qui s'ensuivrait, déjà qu'elle est bien présente, la catastrophe économique. Mais je crois que surtout, ils ont peur de l'explosion populaire. Je crois que c'est ça qui les fait réfléchir. Alors, ils disent qu'il n'y aura pas de nouveau confinement, mais en fait, c'est tout de même un confinement larvé. Oui. Quand on voit que les gens ne peuvent plus sortir, qu'à Nice, les bords de la mer sont interdits, c'est à hurler. Ce sont des endroits, justement, où l'air le circule le plus, où il y a le moins de contamination possible. Non, c'est à hurler. Et dans tout ça, il y a un mélange de bêtises et de crapulerie pour essayer de tenir les Français le plus possible, de leur faire courber les chines. Il y a un problème si très important de la part de ceux qui nous gouvernent. Alors, à la fois, ils voudraient nous obliger à faire ce qu'ils veulent, et à la fois, ils ont peur de l'explosion. D'où ces pseudo-mesures de libéralisation. Et ça, j'y crois pas. Oui, alors à Nice, dans le Nord-Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas, ce sont les deux endroits où, soi-disant, il y a le plus de contamination par habitant, que c'est très dangereux, etc. Donc, d'où la décision du gouvernement de confiner et des maires et de... Alors, il y a deux choses que je voudrais faire remarquer, notamment à propos de Nice. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, euh, Estrosi, le maire de Nice, s'était vanté d'avoir acheté sur les deniers de la municipalité des doses supplémentaires pour faire une meilleure couverture des Niçois. Oui. Et comme résultat, est-ce que, d'où la question, est-ce que la vaccination n'aide pas à la contamination? Deuxièmement, il faut bien voir que, contrairement à ce qui a été annoncé, visiblement, les frontières ne seront pas fermées. Donc pourquoi est-ce que Nice est autant atteint par rapport à d'autres villes en France? Eh
bien, la proximité à l'Italie et tout le flux qui remonte de l'Italie de migrants. Et ça, les migrants, évidemment, il ne faut surtout pas tarir l'arrivée des migrants. Ça fait partie du plan mondialiste de submersion de notre identité. Donc voilà, il faut... Tout ça, c'est un ensemble. Et si on ne perçoit qu'une petite facette, on ne peut pas comprendre l'ensemble du dessin. Et la même chose aussi pour Marseille, qui est dite comme une des villes les plus contaminées. Aussi la même chose, les allers et retours vers l'Afrique et retour d'Afrique du Nord de toute cette population immigrée déjà installée ou nouvellement arrivée. Et Pas-de-Calais, même chose, les trafics avec l'Angleterre et le nord de l'Europe. Donc, si on ne ferme pas les frontières, et rappelez-vous combien de fois je n'ai pas martelé que si Macron avait fermé les frontières au début, on n'aurait pas eu cette propagation de l'épidémie, mais fermer les frontières à l'immigration, pour eux, pour le complot mondialiste, il n'en est pas question. Ils en ont besoin. Alors, est-ce que pour vous, cette situation sanitaire n'est pas une terreur, comme a dit le professeur Raoult sur CNews? Alors, je vais citer ce qu'il a dit. Arrêtez cette terreur dans ce pays. Si vous voyez ces courbes, vous ne pouvez pas être terrifié. Il a dit lors d'un entretien sur CNews. Quelles sont vos impressions là-dessus? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit et répète constamment le professeur Raoult. D'abord, l'épidémie n'est pas telle qu'on nous le dit. Donc, on vaccine des gens qui finalement auraient... Écoutez, j'ai différents exemples autour de moi, de gens que je connais ou par personnes interposées que je connais, qui me disent qu'ils ont attrapé le coronavirus. Ça a été une grippe un petit peu sévère, ils s'en sont sortis sans problème. Le nombre d'infirmières aussi que je connais, soit directement, soit indirectement, qui disent, moi, me faire vacciner, il n'en est pas question. Et donc, tout ça, plus les aspects scientifiques de ce que l'on connaît, que diffuse entre autres le professeur Raoult, montrent bien qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Or, toute cette politique sanitaire imposée par le pouvoir s'appuie sur une panique sanitaire pour faire marcher les Français comme des petits moutons à l'abattoir. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que dit le professeur Raoult, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Alors surtout, si on se penche sur ces analyses des courbes de l'INSEE, bon, ce n'est pas du complotisme, il n'y a aucune surmortalité chez les moins de 65 ans. Or, on nous dit qu'il faut se vacciner, vacciner, vacciner. Le vaccin est arrivé avant les 3 nouvelles variantes, à savoir sud-africaine, brésilienne et anglaise. Donc, je présume que ce vaccin qu'on nous essaie de nous vendre, il n'est pas efficace contre ces 3 nouvelles variantes. Par contre, on continue d'insister qu'on doit se faire vacciner coûte que coûte. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a encore une chose que j'ai oublié de rapporter. C'est le propre secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui déplorait que l'épidémie soit utilisée comme un prétexte par certains États pour réprimer leur peuple et abolir les libertés fondamentales. Très étrange. Il me semble que c'est clair et net, hein. Secrétaire général de l'ONU, quand même. Et puis le même jour, Michel Bachelet, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonçait à son tour, je cite, les restrictions illégitimes des libertés publiques et l'utilisation excessive des pouvoirs d'urgence dans la gestion de l'épidémie. Et elle poursuivait, je n'ai pas l'habitude d'applaudir les discours de l'ONU, car cette vision mondialiste n'est pas du tout la mienne, mais je dois reconnaître qu'ils ont visé juste cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Donc, Je ce trouve sont des gens tout personnellement. de même qui dirigent une institution internationale de la surface de l'ONU, qui eux-mêmes reconnaissent qu'on nous bourre le crâne. Alors, où je veux en venir, c'est que je trouve très étrange cette déclaration de M. Guterres, surtout qu'il a été Premier ministre du Portugal pendant quelques années, qu'il a démissionné parce que son pays était en train de tomber en lambeaux, qu'il est franc-maçon du Grand Orient lusitanien. Euh, bon, ben, peut-être Je qu'il sais a. tout ça, Manuel. Oui, Je oui, sais est-ce qu'il a. tout ça, Manuel. C'est pour ça que je me fais un petit plaisir de le citer, parce que ça n'en a que plus de poids. Oui, en effet, j'avoue. Je trouve très étrange, juste, bon, comment est-ce que quelqu'un comme lui qui peut, peut avoir ce genre de citation? Bon, est-ce qu'il a eu une crise de conscience, selon vous? C'est possible. Vous savez que dans les milieux de la maçonnerie, il y a de tout. Ça dépend du degré auquel ils sont. Et puis, vous savez très bien qu'il y en a certains qui finissent par comprendre ce qui se passe et qui en sortent. Alors, je ne sais pas s'ils Oui, le en effet. sortent ou pas, mais moi, je regrette beaucoup qu'il soit franc-maçon ou pas franc-maçon. Ce qu'il dit de la situation est totalement contraire au complot mondialiste. Donc, c'est bon à prendre. Tout à fait. Je suis d'accord. Et certainement, puisque vous avez très juste titre rappelé son appartenance à la maçonnerie lusitanienne, ça n'a pas dû faire plaisir à son obédience et à la maçonnerie internationale. Je suis d'accord Si avec un vous. jour Par on contre, apprend qu'il a démissionné de son poste, on comprendra pourquoi. Oui, que pensez-vous que, de la déclaration de Nicolas Sarkozy dans le Figaro du 3 mars dernier sur la vaccination? Il disait: je dirais que la priorité devrait être le vaccin et encore le vaccin. On devrait vacciner jour et nuit. Pour moi, le problème n'est pas le confinement, mais le vaccin. Eh bien, ne trouvez-vous pas extraordinaire que tout ce qui touche de près ou de loin à une certaine communauté veut absolument que, en tout cas, les petits Français, et pas simplement les petits Français, se fassent vacciner. Vous ne trouvez pas ça curieux? Alors, venant de la part de quelqu'un qui vient tout de même d'être condamné pour toutes ces magouilles, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait le droit à la parole. Et un mot peut-être sur sur ses récentes condamnations à 3 mois de prison, dont un ferme. C'est plus de 3 ans, c'est plus de 3 mois de c'est prison. un an Un de an de prison ferme. prison. C'est un an de prison. Il l'a pas Oui, volé. pardon, c'est 3 ans. Excusez-moi, c'est 3 ans de prison, 3 dont ans. Ah un. non, oui, 3 ans de prison. Pas des mois, c'est des ans. Il l'a pas volé. On connaît depuis longtemps toutes les casseroles qu'il traîne. Il se croit supérieur à tout, qu'il peut tout faire du fait qu'il est intouchable du fait de sa race, de son ascendance. Il ne peut même pas rappeler que par sa mère, il est le descendant d'un rabbin sioniste de Salonique. Mala, je crois. C'est dans ma plaquette Sarkozy ou la mort programmée de la France. Vous avez intérêt à relire tous cette plaquette si vous l'avez et si vous ne l'avez pas, de la commander parce qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent le personnage. Et toute la politique de destruction de la France sur le plan économique, sur le plan de son industrie, de son agriculture, etc., euh, politique qu'ont repris allègrement et Hollande et surtout Macron. Et surtout son traité de Lisbonne. Bon, bien Alors entendu. que, Alors, puisque, justement, alors rappelons tout ça. Sarkozy est tout de même l'individu, encore un bon démocrate, bien entendu, hein, qui, alors qu'en 2000, c'était en 2005, hein, si je ne me trompe, Jacques Chirac avait proposé en français, par voie de référendum, oui, c'est même très démocratique ça, de donner leur aval à la Constitution européenne, à la future Constitution européenne, et les Français l'avaient rejeté à une majorité assez nette.
Eh bien, qu'à cela ne tienne, quand le dénommé Sarkozy est arrivé au pouvoir et est devenu président de la République, une des premières choses qu'il a faites, ça a été de rayer d'un coup de plume ce vote des Français pour le faire passer par le biais de ce que l'on appelle aujourd'hui le traité de Lisbonne, et qui a été voté par qui? Par les députés. Il n'a pas refait passer ça par référendum, comme il l'aurait dû. Alors, c'est plein d'enseignements tout cela. Ça veut dire que pour faire passer un coup tordu, c'est plus facile de le faire passer par les députés soi-disant représentants du peuple. Ce qui veut dire, en fait, qu'ils ne représentent pas le peuple, puisqu'on se méfie du peuple et de son verdict. Vous ne trouvez pas ça joli? Ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. On va parler d'un autre personnage que vous appréciez quand même un peu beaucoup, Jacques Attali. Alors, vous citez souvent une déclaration qu'il a eue dans l'Express de mai 2009 de mémoire, dans laquelle il affirme que seule une pandémie mondiale obligerait les peuples à accepter la gouvernance mondiale. Alors, il semble que votre critique et dénonciation de ces propos l'ont forcé à tenter de nier ses propres propos. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire dans le contexte de l'épidémie de coronavirus apparue environ une dizaine d'années après son souhait? Je pense que c'est assez démonstratif que tout ça a été déjà programmé. Alors, il y a eu un premier essai avec la grippe H1N1, rappelez-vous, et là aussi, toute la campagne de vaccination. Oui. Et là, curieusement, les Français n'avaient pas marché à l'époque. Alors, là, j'avoue que c'est une chose que je ne comprends pas. Pourquoi n'ont-ils pas marché à l'époque et maintenant, ils marchent? Oui, nous dit-on, ils marcheraient et accourraient pour se faire vacciner. Et il y a quelque chose de curieux. Mais en tout cas, ça montre bien que les grands vecteurs du mondialisme, donc de la gouvernance mondiale, du nouvel ordre mondial du type Attali, annonçaient déjà à l'avance, 11 ans auparavant, ce qui allait être fait pour forcer les peuples, par la peur, à accepter la gouvernance mondiale. Tout est là. Et c'est pour Mais ça attendez, que je rappelle constamment cette déclaration de Jacques Attali, parce que si on veut comprendre la situation, tout est là. Ça évite de multiples démonstrations. Tout est là, tout a été annoncé et tout a été fait. attendez, selon vous, pourquoi est-ce qu'il a tenté de nier ses propos récemment, nier, bon, on va dire camoufler ses propos très récemment? Est-ce que ça serait parce que c'est trop évident? Est-ce que parce qu'il a peur que les gens se réveillent? Quel est votre... Je crois, Manuel, je ne sais pas, je ne veux pas me gonfler, mais je crois qu'à force de marteler, de diffuser son texte, sa déclaration de 2011, ça a dû circuler. Et qu'on lui a dit, oh là là, c'est dangereux, il faut masquer ça. Donc maintenant, il fait machine arrière en disant, mais non, c'est pas ça du tout que j'ai voulu dire. Ben, il ne faut pas se moquer du monde quand même. Donc c'est très intéressant, ça montre bien qu'à force de répéter les choses et de mettre le doigt là où ça fait mal, eh bien ça fait mal. Les élections régionales seront repoussées de mars à juin. Quelle en est, selon vous, la raison? Ça coule de source, chère Diane. C'est-à-dire que la République en marche et Macron tout le premier savent très bien que ça risque d'être calamiteux au point de vue élection pour eux. Déjà que c'était quoi comme élection? C'était les européennes, je crois, les dernières qu'on a eues. Ça a été la déroute. Ils en sont à envisager de faire des groupes communs de façon à masquer un petit peu que la République en marche derrière, de façon à faire passer la sauce, mais ils vont à la casse. Et je voyais dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a eu un sondage, je ne me rappelle plus de quel sondage c'était. De toute façon, ce sera dans le prochain numéro de la politique, ça aussi. Les appréciations majoritaires des Français
concernant le pouvoir. Écœurement, colère, désespoir, mépris. Vous en voulez plus? Bon, ça dresse le tableau. Ça dresse le tableau. Alors ensuite, on va nous dire, parce qu'il y a des sondages, j'entendais encore dernièrement un sondage de, je crois que c'est la Sofresse de Salanès, encore un de la tribu. Comme quoi, mais Macron a encore un bon socle de popularité, je crois que c'était 31%, etc. Il ne faut pas rire quand même. Donc voilà. Et vous savez, aucune situation n'est désespérée. Rappelez-vous, ce que je martèle aussi très souvent, c'est que le propre des faux principes est de porter en eux le germe de leur autodestruction. Quand une politique engendre des calamités sociales, le malheur des gens, eh bien, les gens finissent par se rendre compte qu'il y a un petit problème. Oui, c'est pour ça que, comme disait Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue. J'attendais le rappel. Bravo. Exactement. Et à travers l'histoire, et c'est pour ça tout de même qu'il faut vraiment lire l'histoire, et si vous voulez vraiment replonger dans l'histoire, cherchez des livres anciens. On peut penser aussi à, vous savez, Sainte-Geneviève qui avait décidé de rester à Paris pendant l'invasion des Huns. C'était un cas désespéré. Bon. Jeanne d'Arc aussi. Jeanne d'Arc, pareil, avec les Anglais, exactement. Non, mais l'histoire de France, plein d'exemples. Oui. Et je répète encore autre chose que j'aime bien répéter, la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Oui, mais voyez, ne vous poussez pas, réagissez. Je veux dire, le pouvoir fait en sorte que la population n'agisse plus, soit lymphatique, amorphe. Effectivement, il n'y a plus de volonté. Il y a de ça de toute façon, et puis la télévision et déjà la formation républicaine à l'école aide à tout cela. Mais il y a aussi un facteur, c'est de faire croire que le sens de l'histoire, rappelez-vous, le sens de l'histoire, il n'y a rien à faire parce que c'est le sens de l'histoire. Eh bien non, il n'y a pas de sens de l'histoire et une logique de l'histoire. Rappelez-vous la différence que je fais. Le sens de l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est justement l'affrontement de volontés contraires. Et c'est la volonté la plus forte qui l'emporte. Et c'est ça qui crée le mouvement. Et ce n'est pas une fatalité. D'accord. Docteur, il y a un de vos correspondants qui vous a adressé un mail. Bon, je vous pose la question si vous souhaitez répondre. Il dit, bon, je cite, la monarchie française a été stable durant 1300 ans, avec une continuité dynastique tant qu'elle a respecté le baptême de Clovis. La République nationaliste, comme le Portugal ou l'Espagne, ne tiennent que grâce à un homme. L'Italie de Mussolini était une monarchie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus sur ce qu'il dit votre correspondant? Eh bien, il a tout à fait raison. Et probablement, je n'ai pas été suffisamment précis quand j'ai parlé de ce problème-là. Il est évident, et c'est pour ça d'ailleurs, rappelez-vous, je suis pour le principe monarchique. Combien de fois je ne l'ai pas répété? Oui. Et je suis pour le principe monarchique parce que justement, le principe dynastique donne une stabilité au dessein national. Ce qu'une république, même nationaliste, ne peut pas avoir, parce que là aussi, même si c'est la désignation d'un successeur se fait dans un petit cénacle en principe de même formation intellectuelle, politique, etc., ce n'est pas la même chose. Et donc, je suis entièrement d'accord avec sa réflexion. Je ne fais que l'applaudir. Il a bien fait de faire cette remarque, ce qui me permet de préciser un peu plus ma pensée. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il a lu mon livre sur le nationalisme français. Tout ça, c'est dedans. Rappelez-vous, je crois que c'est le chapitre Régime et institutions, où je faisais justement la différence entre les deux. Donc, il est évident que la monarchie est supérieure comme système à une république, même nationaliste. Bon, ceci dit,
à condition que ce soit une monarchie d'ordre divin. Parce que si c'est simplement une monarchie parlementaire, ça ne sert strictement à rien, puisqu'en fait, le roi n'est qu'une potiche, c'est le Parlement qui gouverne, et le Parlement est soumis aux variations des opinions publiques, c'est-à-dire des opinions publiques manipulées par les médias. Et là encore, petite démonstration, qui tient les médias? Donc, vous voyez, tout s'enchaîne et tout est d'une clarté, d'une logique, mais implacable. C'est pour ça, monarchie, évidemment, mais de droit divin. Est-ce que vous croyez que la République nationaliste de Salazar était condamnée à l'échec? C'est-à-dire que la République nationaliste de Salazar, comme l'Espagne de Franco, se sont trouvés face au complot antinationaliste de l'époque. Et il n'avait aucun autre pays, la France, vous savez ce qui s'est passé, et toutes ces expériences nationalistes qui avaient éclos au début du XXe siècle ont fini par être battues, pas par disparaître, mais par être battues par les démocraties. Et tout est là. Tout est là. Et je dirais que ce qui est arrivé à Salazar, ce qui est arrivé enfin, à la succession de Salazar et à la succession de Franco et de Mussolini, c'était exactement la même chose qui est arrivée à l'Église. À partir du moment où ces pouvoirs relativement faibles par rapport à la masse mondiale des démocraties, ils n'ont plus d'alliés et ils sont faibles. Donc, soit ils disparaissent, comme ça s'est passé au Portugal, en Espagne et en Italie, soit petit à petit, la gangrène gagne, et c'est ce qui se passe en Église. Voilà pourquoi il faut absolument un pouvoir fort qui impose une ligne qui soit un modèle pour l'humanité, et c'est ce que la France n'a pas pu réussir avec la Révolution nationale, parce qu'elle était aussi issue au plus mauvais moment, et avec le poids de l'occupation qui a donné prétexte à De Gaulle de faire une politique soi-disant patriotique, mais en fait qui n'était qu'une politique d'alliance aux forces hostiles à la France. D'où le livre que j'ai écrit sur De Gaulle pour bien faire comprendre que tout a été perdu à ce moment-là. Alors après cette petite précision doctrinale, revenons sur l'actualité française, avec François Bayrou qui a récemment estimé lors d'un entretien sur BFM TV que 4 000 € par mois, c'est le salaire de la classe moyenne. Que dire de cette classe politique qui vit visiblement hors sol? Et oui, pourtant, ce sont des représentants du peuple, mais ils ne connaissent pas le peuple, justement. Ils s'en servent, c'est pas la même chose. Non, mais c'est particulier, c'est démonstratif, c'est risible, mais risible odieux. Il ne sait pas combien gagnent réellement même les classes dites les plus favorisées. Le ministère de la Justice a communiqué le coût annuel de la détention de Salah Abdeslam à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. La surveillance de l'auteur présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, notamment c'était le Bataclan du coup il me semble, donc sa détention revient à 433 000 € par an. Que dire de ce montant astronomique pour un prisonnier? Bien que sans doute il est très bien traité. C'est une prison dorée. Comment? Une prison dorée. Simplement, il me semble. Mais tout de même, je ne pense pas que tous les prisonniers de France, y compris politiques, soient traités. Ça coûte autant à l'État, donc aux Français. Non, mais et alors aussi, petite question en passant quand même. Depuis le temps, pourquoi il n'est toujours pas jugé? Ou bien c'est dangereux? Rappelez-vous tout ce que j'ai dévoilé à propos justement de l'affaire du Bataclan. Tous les aspects douteux, et la surveillance qui n'était pas assurée,
Les militaires qui étaient à proximité, qui n'ont pas pu intervenir parce que par ordre du gouvernement militaire de Paris, le général Leray, Bruno Leray ont reçu l'ordre de ne pas bouger, même si le pouvoir avait voulu que la casse s'accumule de façon à horrifier les Français. Vous savez très bien ce que je dis de tous ces attentats sous fausse manière islamiste. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait... Quelle est la main qui est derrière? Mais ça, on ne le cherche jamais. Et alors, très curieusement, en général, excuse-moi Diane. Oui, je vous en prie, allez-y. Très curieusement, la plupart du temps, les auteurs ou soi-disant auteurs de ces trucs-là sont abattus. Mais donc, justement, pourquoi est-ce qu'avec lui, on n'a pas fait comme avec Mera? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas abattu? Bonne question, je n'en sais rien. Mais en tout cas, visiblement, on en fait une confiture... Rance. Non, mais il y a plein de pans d'ombre dans tout ça. Et je trouve que la question est excellente parce que justement, ça permet de dévoiler encore une fois ce qu'il y a derrière tous ces pseudo-attentats. Et quand je dis pseudo, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu lieu, mais quant à leurs auteurs, la main qui dirige. Quelle est la main qui dirige? On va passer à nos milieux, Diane, notamment au groupe Génération Identitaire qui a été dissous en Conseil des ministres. Votre commentaire sur cette affaire? J'avoue que je suis un petit peu surpris de voir comment le couperet tombe régulièrement sur des personnes qui, en principe, ne sont pas tellement dangereuses. Alors, je vais faire allusion à Rissen, d'une part, revenir sur Rissen, parce que tout de même, ce garçon, qui certes s'était fait connaître par des livres quelque peu antisémites et un certain nombre de provocations antisémites pas vraiment nécessaires, mais qui avait carrément viré à la politique sioniste d'Azemmour, c'était tout de même pas un personnage particulièrement dangereux pour la République. Et pourtant, le couperet est tombé sur lui. Là, j'avoue que je suis surpris. D'ailleurs, paraît-il, il va être libéré prochainement. Réjouissez-vous, bonnes gens. Curieux. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que je disais quand je disais que son incarcération était peut-être pour lui recréer une virginité. Alors, quant à leur génération identitaire, bon, évidemment, déjà, le mot identitaire est dérangeant pour toute cette clique mondialiste qui nous dirige. Mais, après tout, la génération identitaire était quelque peu sioniste aussi, si je ne me trompe. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi ce mouvement était interdit, ou alors pour faire le gros bras, comme veut le faire notre ministre de l'Intérieur. De toute façon, tout ça est inique, parce que c'est contraire à ce que doit être en principe cette soi-disant démocratie, la liberté tout de même de penser. Et donc, il n'y a de liberté que quand on pense dans la ligne que veut le pouvoir. Sinon, il n'y a pas de liberté. Zemmour sera-t-il candidat aux élections présidentielles? C'est le bruit qui court dans les médias et qui grossit de plus en plus. Qu'en pensez-vous? Et deuxième question, quel personnage politique aimeriez-vous voir pour les présidentielles? Mais déjà Zemmour. Alors, déjà pour Zemmour, c'est curieux. C'est curieux parce que, en tout cas, ça va porter une nuisance à Marine Le Pen, sa candidature. Alors, que les milieux sionistes trouvent que Marine Le Pen n'est pas assez proche, j'avoue que ça me surprend un petit peu et qu'ils sortent de leur chapeau à Zemmour. Curieux. Bon, c'est pas encore fait. On nous sort déjà des sondages, comme quoi, au premier tour, il ferait déjà 17%. Donc, il est évident qu'il y a toute une machine en marche pour accréditer l'intérêt de sa candidature. Alors, vous savez très bien ce que je dis de la politique de Zemmour. C'est en fait une politique de judaïsation de la France
pour que, à terme, la France devienne une France juive. Et je pense qu'il, comme je l'ai déjà expliqué, un certain nombre de juifs se disent qu'Israël ne devra pas éternellement et qu'il serait bien trouvé de retrouver un point de chute en France. Voilà pourquoi je suis absolument hostile à la politique de Zemmour et à tous ceux qui le soutiennent, dont Hervé Rissen. Et alors, à propos de Hervé Rissen, je vais encore, hélas, faire remarquer que M. Jérôme Bourbon, dans son dernier entretien d'actualité, vient à nouveau de servir la soupe à Hervé Rissen. Or, que je sache, Hervé Rissen, dans ses toutes dernières déclarations, continue de soutenir Zemmour. Alors, pourtant que Rivarol, que je sache, se dit hostile à Zemmour, puisqu'ils ont interviewé dernièrement Youssef Indy. Donc, qu'est-ce que c'est que ce double jeu? Je pose la question à M. Jérôme Bourbon. Double jeu qu'ils continuent, notamment à propos de Zemmour, quand ils font interviewer 3 personnes différentes sur leur opinion. Donc, il y avait Tout à fait. Bravo, Henri Delesquin, Vincent Renoir et un 3e personnage, Paul Thor, fondateur de la Ligue nationale catholique. Tous les 3 donnaient leur opinion dans une des pages de Rivarol, je crois que c'était début mars. Et étonnamment, vous rejoignez davantage la conclusion de M. Henri Delesquin. Diane, je dirais plutôt que c'est plutôt Lesquin qui rejoint ma position. Oui, ça dépend, c'est une manière de... Effectivement, c'est vrai. Mais j'avoue... Bon, vous êtes sur la même ligne, quoi, cette histoire de... J'avoue que c'est surprenant. Ça, j'avoue, c'est pas la première fois d'ailleurs qui nous surprend, d'ailleurs, sur le même sujet, et qu'il réagit nettement mieux qu'un Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, soi-disant organe de l'opposition nationale et européenne. Donc, en fait, dans cette page, il s'agissait de dire que pensez-vous de la candidature d'Éric Zemmour, et donc Lesquin, et lui, est absolument contre. Vincent Renoir semble mitigé. Bon, il est un peu entre deux. Il rejetait la faute sur les Français. Oui, exactement. C'est une façon de ne pas prendre parti. J'avoue que je n'ai pas du tout apprécié. C'est en fait, c'est se tirer les pattes sur un sujet important. Et alors, le 3e personnage, Paul Thor, hein, je crois que c'est ça. Oui. Paul Thor. Alors, le plus beau, vous voulez répéter son étiquette politique? Fondateur de la Ligue nationale catholique, ancien membre dirigeant du Renouveau français et élu municipal à Saint-Maur, dans l'Indre. Donc, un catholique, pourtant en principe très à droite, après l'étiquette. Et nationaliste, puisque national catholique. Bon. National catholique, qui vient servir la soupe à Zemmour. C'est hallucinant. Ce monde catholique est sidérant. Sidérant, alors, lâcheté, aveuglement, je ne sais pas. En tout cas, trahison. Trahison. Vous savez, trahison. Ça me fait penser, je suis retombée sur un... Enfin, on m'a reparlé d'un texte des Carbonari de 1820 ou 24, dans lequel il disait « Il nous faut un pape à notre convenance ». Mais alors, il y a une chose intéressante aussi qui précise, pas seulement un pape à leur convenance, mais toute une jeunesse et des... Il disait « Vous vous arrangerez, dans cette lettre des Carbonari, vous vous arrangerez à peu de frais une réputation de bon catholique et de patriote pur. » Voilà, pour infiltrer, comme vous dites. Et Diane, je vous signale que mon père a relevé la chose dans son livre Oui. L'Église occupée. Oui, mais pas cette fois. Je suis retournée dessus. Peut-être pas la dernière. Peut-être pas sur les patriotes purs, parce que ça, c'est quand même une précision. Non, à propos du pape, oui. Oui. Un pape selon nos besoins, ça c'est sûr, on le voyait. Mais sur les catholiques et les patriotes purs, voilà, c'était en 1820, le plan était déjà annoncé. Et donc, ce genre de Paul Thor, peut-être. C'est ça qui est intéressant quand on connaît toutes ces choses-là, c'est que ça démontre que rien n'arrive par hasard. Tout est déjà calculé, programmé et mis en marche. Est-ce que vous ne pensez pas que la candidature de Zemmour est, comment dire, Zemmour est peut-être vu comme quelqu'un qui peut unir les droites qui perdent tous ces combats.
Alors, nous, on est de gauche, c'est pas possible, non? Faut pas rigoler. Rigoler. Tout ça, mais tout ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et en fait, si on veut comprendre le phénomène Zemmour, c'est la peur des Français devant l'immigration. Et ils croient que Zemmour est leur défenseur. Et je répète encore une fois, si Zemmour était honnête dans sa critique de la menace islamique, qui existe certes, il n'est pas question de la nier, mais il ne remonte jamais à la cause. Or, la cause, c'est la politique de la haute juiverie, dont il ne parle jamais, qu'il ne condamne jamais. Ah non, c'est de son sérail. Il ne... Ah, il n'y a pas à faire, quoi. Les Soros, les Bernard-Henri Lévy, les Attali, les Minc, etc., inconnus au bataillon, ils n'ont aucune action politique, apparemment. Non, mais Zemmour Alors, réhabilite. toute cette politique d'immigration après la décolonisation, parce que ce sont les mêmes qui ont poussé à la décolonisation, décolonisation s'enchaînant avec l'immigration et l'invasion pour nous détruire ethniquement et religieusement. Mais ça, Zemmour ne remonte pas. Et tous ces petits crétins, je dis bien crétins, de catholiques ou de soi-disant nationaux, ne le comprennent pas. Ils ne voient que l'épouvantail de l'islam qu'on agite à leurs yeux. Mais qui fait venir l'islam en cours et toujours, tous les jours, tous les jours, tous les jours? Qui? Oui, mais vous comprenez, Zemmour réhabilite Pétain, c'est quand même bien. Oui, on va bien entendu. C'est la tarte à la crème pour faire passer le. Disons que c'est la vaseline. Exactement. Je ne vais pas être vulgaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis On va donc, passer à... Rivarol, dans cette page, ne prend pas parti. Voilà, c'est sur ça, Comment? dans cette page à propos de Alors, Zemmour, en plus de ça, arrive il ne n'est pas prend pas parti. parti. C'est tout de même très curieux. Et rappelez-vous la question que je pose et que je repose encore aujourd'hui à la lueur de justement ce fait. Comment expliquer cette position qui n'est pas une position de Rivarol? D'où ma question, est-ce que Rivarol est tenu, soit financièrement, soit politiquement, d'une façon ou une autre? Ou alors, est-ce que Bourbon a tellement de difficultés à joindre les deux bouts avec Rivarol qu'il essaye d'être bien avec toutes les tendances? Oui, on dirait que c'est ça. C'est Il la tour de ratisse large. Babel. C'est la tour de Babel. Ce n'est pas un journal d'opinion. Ce n'est plus un journal d'opinion. Non, il y a un problème. Il y a un problème et Bourbon qui ne compte pas sur moi pour mettre le manteau de Noé dessus. On va aborder une autre personne que vous connaissez très bien, Joanne Livernette. Alors, il a été incarcéré, bon, récemment, suite à une plainte pour violence conjugale. Ne serait-ce pas un prétexte pour emprisonner un opposant à la République maçonnique? Alors ça, c'est la thèse de certains. C'est un petit peu la même manœuvre que pour Issem, pour défendre Issem. Mais on oublie tout de même le fond de l'histoire. Alors, il se trouve, d'ailleurs, c'est amusant comme quoi les choses s'enchaînent et y arrivent à propos. J'ai reçu un message il y a maintenant plusieurs semaines, presque tout de suite après l'annonce de la condamnation de Livernet, de quelqu'un qui l'a bien connu à Toulon et qui, à l'époque, m'avait connu aussi en même temps, puisque c'était l'époque où Livernet, essayant de se faire connaître, m'avait demandé de faire des entretiens politiques avec moi. Et aussi avait demandé à pouvoir vendre mes livres, dont notamment La maçonnerie, dont il s'est servi pour ses propres écrits, sans me citer, preuve de plagiat. D'autant que dans la liste des ouvrages indiqués comme ayant servi de référence, mon livre qu'il a vendu allègrement n'y figure pas, pour que les gens ne puissent pas faire la comparaison du plagiat. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a connu en même temps à ce moment-là et qui me dit, mais vous savez, moi, ça ne me surprend pas. Je sais que Livernet avait déjà été condamné pour avoir tabassé son oncle.
Donc, c'est inviolent. Alors, quand je vois que certains viennent nous faire pleurnicher, essayer de nous faire pleurnicher sur le fait qu'il il a été incarcéré parce que c'est un ennemi de la République, etc., des francs-maçons, etc., etc. Oui, mais c'est peut-être plus trivial que ça, et je regrette d'ailleurs que le directeur des éditions Saint-Rémy, M. Saglio, qui édite ces livres, ait cru bon justement de donner cette version qu'il était persécuté par la République. Je regrette parce que les éditions Saint-Rémy éditent des livres intéressants. Et bon, tout ça me semble fort alimentaire. Alors, bon, je me permets parce que ce qui s'est passé, soi-disant, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme étant un proche, en disant que oui, en effet, il a été présenté au juge en comparution immédiate suite à cette plainte de son ancienne compagne pour violence conjugale, mais qu'apparemment le juge a dit oui, monsieur, mais de toute façon, vous écrivez des livres, vous faites des vidéos qui peuvent nuire à la République, donc on vous condamne, tout court. Alors, ça me semble une affabulation, parce que je vois mal un juge, même s'il le pensait, le dire parce que ça ne pouvait que se retourner contre lui. Là, j'avoue, je n'y crois pas. C'est un on-dit, hein. Oui, non, je comprends, mais On n'a pas de référence sur la chose. c'est ce qu'on peut lire partout dans les réseaux sociaux, notamment sur des pages de gens qui se disent ses proches, même lui, je crois que c'est une publication qu'il a fait lui-même ou qu'il a dit à quelqu'un de le faire à son nom, en disant que ce dont il est accusé, c'est faux, que c'est une invention, que quand il sortira de prison, il va écrire un livre, etc. Et qu'il y a eu quelques personnes qui ont dit que lui était dangereux, donc on a ajouté ça à sa condamnation pour le faire enfermer immédiatement. Et si on demandait l'avis et le témoignage de sa compagne? C'est pas une mauvaise idée. C'est curieux, on n'entendra pas parler. Non, mais vous voyez, le problème, c'est que, en fait, la politique du pouvoir, depuis longtemps déjà, n'est pas de faire un affrontement avec ceux qui sont opposés à sa politique et à ses principes judéo-maçonniques. La politique du pouvoir, c'est d'infiltrer et de présenter de faux représentants de la réaction, de la dissidence, si vous préférez, puisque c'est le mot à la mode. Donc, à partir du moment où le public marche en croyant qu'il marche derrière quelqu'un de sérieux, de réellement ennemi de la République, on leur fait accepter n'importe quoi. La République a besoin de gens comme Brissenden, comme Lubernet et d'autres. Ce sont de faux opposants. L'opposition de Sa Majesté. Alors, revenons un instant à Rivarol. Que pensez-vous de la publication d'un long entretien de Rémi Daillé-Wiedemann dans Rivarol, alors que vous avez été un des tout premiers à percer la duplicité du personnage? Que voulez-vous que je vous dise? Là encore, je crois qu'on en avait déjà parlé, on avait évoqué ce sujet. C'est pas croyable, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans le crâne de Jérôme Bourbon. On dirait qu'il vraiment, on peut dire qu'il les aligne. Il n'en rate pas une. Alors, Rémi Daillé, la première fois que j'en entends parler, c'est quand un certain nombre de personnes, les unes après les autres, m'ont envoyé des messages en me disant: Ah, avez-vous vu la déclaration de M. Rémi Daillé, Wiedemann? Qu'en pensez-vous? Alors, cette déclaration disait que, en fait, premier investissement au pouvoir, la République, la révolution est prête. Un truc dans ce goût-là. Coup d'État.
coup d'État. Et j'avais répondu à ces gens-là gentiment, parce que j'aurais pu les moquer en disant, écoutez, ayez un petit peu d'esprit critique, je n'avais même pas besoin de me poser la question, parce qu'il faudrait en penser de ce truc-là. Est-ce que vous croyez qu'il est normal que l'on annonce un coup d'État? Un coup d'État, ça se fait, ça ne s'annonce pas. Et les gens me répondent, ah oui, monsieur, vous avez raison. Bon, écoutez, voilà. C'est Le un peu, manque de réflexion des Français, d'esprit critique. c'est un peu comme des girouettes ou des femmes, ils écoutent le dernier qui a parlé. Ils Oui, et puis croient dans le dernier qui a le parlé. besoin de croire, c'est le principe des escrocs et des escroqués. S'il y a des escrocs, c'est parce qu'il y a des escroqués. Absolument. Les gens qui croient à la Lune. Et alors, un dernier point, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui le christianisme ne soit plus vu comme étant viril? Quand on compare, Excellent. par exemple, à nos ancêtres, à nos rois et compagnie. Et oui, parce que l'Église, rappelez-vous, l'Église, depuis quelques années, je ne me rappelle plus exactement à partir de quand, ne veut plus être prosélyte. Mais c'est dit, ça a été écrit noir sur blanc. Elle ne veut plus être prosélyte. Elle demande simplement une petite place de strapontin, de pouvoir vivre pacifiquement avec les autres. Mais autrefois, l'Église envoyait des missionnaires pour convertir, parce que c'est ça le devoir de charité et de vérité. C'est que quand on croit à quelque chose, on essaie de convertir les autres. Eh bien non, maintenant, toutes les religions sont sur le même plan, en attendant que toutes les régions soient unies dans une même religion universelle. Rappelez-vous, le noachisme et compagnie. Donc tout est là. Et puis alors, autrefois, et je répète toujours la même chose, l'Église avait un support politique, notamment avec la France, et puis avec l'ensemble de la chrétienté, puisque la plupart des grandes nations étaient catholiques. Et à partir justement de... Bon, il y a eu d'ailleurs, d'abord, ça a été une des causes de la Première Guerre mondiale, la saignée dans la Première Guerre mondiale, qui a décimé les meilleurs. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et tout a basculé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Les pouvoirs nationalistes qui étaient apparus au début du XXe siècle ont tous disparu les uns après les autres. On parlait tout à l'heure du Portugal et de l'Espagne, et de l'Italie de Mussolini, ben c'est ça. Donc le catholicisme souffre et est en train de s'effilocher. Je ne dis pas qu'il va disparaître, parce que je ne crois pas. Sinon, la déclaration du Christ, quand il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur son Église, c'est un mensonge. Et ça, je n'y crois pas. Donc, bon, c'est une période difficile, c'est évident, mais tout ça, les nations, l'Église, l'ensemble de la société, ne renaîtra que quand on reviendra au principe constitutif de la société, c'est-à-dire aux lois divines. C'est pas compliqué. Et que l'on soit croyant ou non croyant, c'est un fait d'observation et un fait historique. Regardez à partir de quand la société a commencé à dégringoler, à se défaire, c'est à partir du moment où on a tourné le dos à l'ordre naturel, donc à l'ordre divin. Et à la monarchie de droit divin, justement, qui était le support, qui était le lieutenant de Dieu sur terre. On revient toujours aux mêmes fondamentaux. Tout est là. Alors, on le comprend, et on rebondit, reconquiert, ou bien ça continuera à se défaire. Manuel, On va passer à l'étranger, Diane. Question concernant l'Italie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a démissionné. Qu'est-ce que vous pensez de son remplacement par l'économiste Mario Draghi? C'est un gouvernement de Goldman Sachs, puisque Mario Draghi est un des cadres de la Goldman Sachs. Et pas seulement, il est depuis de longues années membre du Bilderberg aussi. Oui, mais bien sûr, mais tout ça, ça va ensemble. Tout ça, ça va ensemble. Je fais très bien de le rappeler, d'ailleurs.
tout à fait. Donc les Italiens ne sont pas sortis d'affaire. Ils vont se faire saigner encore un peu plus. De la même façon que la Grèce l'a été, parce que Non, Mario Draghi, évidemment, mais évidemment, qui était derrière le montage frauduleux sur la Grèce pour qu'elle puisse intégrer l'Europe, c'est la Goldman Sachs. d'ailleurs, M. Draghi Et dit c'était qu'il est pour rien. si je me souviens bien, c'était un certain Papademos, qui était membre de la Bilderberg, qui a, avec son entreprise du Bilderberg, a monté la fraude. Oui, en effet, et Mario Draghi s'est défendu en disant que le maquillage des comptes de la Grèce était fait déjà avant qu'il intègre, qu'il devienne Mais oui, président. mais oui. euh, il est devenu président de la Goldman Sachs Europe en 2002, je crois. Il a démissionné en 2005, mais donc il dit il est pour rien, il est au courant de rien. Ces gens-là, ils savent jamais rien. Donc, C'est un innocent. Le tribunal pénal international va pouvoir juger les crimes d'Israël dans les territoires palestiniens et à Gaza. Est-ce une bonne chose pour les Palestiniens? Certainement, c'est une bonne chose pour les Palestiniens. Bon, ceci dit, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose, parce que vous savez très bien qu'Israël ne tient aucun compte des résolutions internationales, notamment celles de l'ONU. Il est en totale infraction de toutes les lois et tous les traités internationaux. Mais évidemment, c'est un coup qui va faire tout de même mal à Israël. D'ailleurs, je voyais dernièrement différentes nouvelles comme quoi les gens israéliens étaient tout de même très inquiets, que le Mossad a envisagé de protéger un certain nombre de personnalités israéliennes qui pouvaient être touchées par l'enquête, c'est-à-dire jugées pour crimes contre l'humanité. d'ailleurs, En soi, c'est une bonne chose. alors, monsieur Netanyahou, pardon, immédiatement crié à l'antisémitisme, comme quoi c'était inacceptable que telle chose se produise. Et oui, c'est aussi simple que ça. Nous, on est d'accord avec tout ce que font les Juifs et on est quelqu'un de très bien. Ou si on émet la moindre objection, le moindre reproche sur la politique inhumaine d'Israël envers les Palestiniens, eh bien, on est antisémite. C'est l'argument massue et qui marche tellement avec les gens parce qu'ils ont peur. Et que pensez-vous de la pression mise par Israël et les milieux juifs pour imposer leur définition de l'antisémitisme dont nos médias parlent? C'est toujours la même chose, justement. Ils veulent absolument. C'est la diabolisation de toute opinion qui serait contraire aux Juifs. Ça rentre dans le même cadre que la question précédente. Mais là, alors, Et, devant la réticence de nombreux universitaires, il y a Lars Fischer, qui est un membre juif de l'Université de Londres. Il a déclaré que ceux qui ne partagent pas cette définition d'antisémitisme iront en enfer. ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, j'ai vu cette déclaration. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, qu'ils osent dire, parce qu'ils se croient intouchables. Mais ils se définissent tous les jours eux-mêmes pour ce qu'ils sont. Et alors, antisémitisme. Rappelez-vous, j'avais fait une conférence qui s'intitulait, si mes souvenirs sont exacts, Antisémitisme, maladie ou conséquence. Hmm. Oui, oui, je me Conséquence, souviens. conséquence, conséquence de ce que font les Juifs. Un haut responsable militaire algérien affirme que la France doit assumer ses responsabilités historiques plus de 60 ans après le premier essai nucléaire mené dans le Sahara algérien. Quelle est votre réaction? Bon, alors, premièrement, je dirais que la France n'a pas assumé quoi que ce soit. Si quelqu'un a assumé quelque chose, c'est la République française, qui pour nous n'est pas la France. Premièrement.
Deuxièmement, bon, le Sahara, qu'ils ne viennent pas trop nous parler du Sahara parce qu'en fait, ils n'ont aucun droit sur le Sahara. C'est De Gaulle qui leur a donné, au détriment des intérêts français, parce que nous avions tout découvert, le pétrole, les minerais, etc. Ce qui nous manque. Donc là-dessus, moi, je préfère entendre des déclarations d'une députée algérienne disant qu'elle voulait que soit inscrite dans la Constitution que toute normalisation avec Israël est un crime. Ça, à ce moment-là, j'appuie cette Algérienne. C'est clair? Joe Biden a érigé la défense des droits des minorités sexuelles dans le monde comme une priorité. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire? Ça fait partie du pourrissement de la société. Hein. Et voulez-vous me dire quelle est la différence entre Biden et Macron? Est-ce que vous croyez qu'en France, on est libre de dire ce que l'on pense de la LGBT et du pourrissement de la société, etc., etc., etc. Et donc, en fait, tout ce système politique mondial a besoin de la perversion des peuples. Et cela ne vous rappelle pas la politique annoncée des protocoles des sages de Sion? Oui, et pas seulement, il y a les protocoles de sages de Sion, il y a aussi les principes de Yogyakarta que définissent toute cette politique qui a été mise en place actuellement et depuis quelques années déjà. Et elle est là-dedans. Ceux qui veulent le lire, elle date déjà de 2008 de mémoire, je crois, si je me trompe, qu'on me corrige, 2008-2009. Et il y a tous les détails de toute cette politique qui a été mise en place. Tout à fait, mais tout ça, ce n'est qu'une redite des protocoles. Rappelez-vous, il y a les protocoles de Toronto aussi, si mes souvenirs sont exacts. C'est Aussi, toujours oui. la même chose. Et alors, bon, moi je veux bien que bon, quand on nous parle d'antisémitisme, etc., je vais encore me répéter certainement, mais la question n'est pas de dénoncer l'antisémitisme, c'est de se poser la question, pourquoi y a-t-il antisémitisme? Là encore, il faut remonter à la cause. Et la cause, c'est quoi? Ben, c'est l'attitude des Juifs envers les autres, à travers le monde. D'où l'intérêt de toujours rappeler ce que disait l'historien juif Bernard Lazare. Rappelez-vous quand même, c'est fondamental ça aussi. Quand il disait que si de tout temps, à travers toutes les époques, des régimes différents, des religions différentes, le peuple juif a eu des problèmes, c'est que la cause première de l'antisémitisme réside dans le peuple juif lui-même. C'est clair. Or, justement, pour en revenir à votre question sur Biden, la politique de Biden, celle de Macron et d'autres, parce que quasiment tous les pays européens, c'est la même chose, c'est le pourrissement. Tout ça remonte au protocole des sages de Sion. Après, les Juifs viennent pleurer qu'on s'élève contre leur position, contre leur politique. Mais ils sont les premiers responsables. Qu'ils cessent de faire ce qu'ils font, il n'y aura pas d'antisémitisme. Toujours remonter à la cause. Oui, Voilà. mais concernant les protocoles, malgré votre conférence que vous avez faite, qui a été interdite sur YouTube, il y a encore et toujours plusieurs personnes qui disent que ces protocoles sont faux. C'est un plagiat de dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel, d'autres qui disent que c'est un montage de l'Okrana, etc., etc. Bon, alors, première question à propos, bon, vous dites que ça a été interdit, je ne me rappelle plus que donc la conférence, c'était antisémitisme, maladie ou conséquence. Hein. Ah non, 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 non. C'est les protocoles des sages de Sion, non, J'en parlais, je vrai ou crois. Ah faux. oui, 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 il y a aussi la conférence sur les protocoles, tout à Les fait, protocoles, oui. tout à fait. C'est celle-là qui a été interdite. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, la question n'est pas de savoir si c'est un faux ou pas.
la question de savoir si ce qui était annoncé à l'époque, nous ne l'avons pas vécu étape par étape jusqu'à aujourd'hui. Et si on constate que ce qui était annoncé, c'est ce qui s'est produit étape par étape, c'est que ces protocoles ne sont pas un faux. Je suis d'accord, mais bon, ils ne sont peut-être pas infos, mais bon, vous avez quand même certains détracteurs qui disent oui, mais peut-être que ce n'est pas ce qu'on dit, ce ne sont pas les sages de Sion, c'est peut-être quelque chose d'autre ou écrit par quelqu'un d'autre. Bon, de toute façon, on aura toujours plusieurs personnes qui vont dire Mais ça et d'autres choses. Manuel, je regrette beaucoup, mais il y a 36 000 autres citations de juifs qui annoncent la même chose. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, vous allez en retrouver un certain nombre dans mon dernier livre, De l'Ordo ab Chaos au Nouvel Ordre Mondial. Je me suis fait un plaisir de mettre un certain nombre de citations, y compris de nouvelles, qui dévoilent justement ce plan. Et non, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme on disait. Ça coule de source. Je vous dis, antisémitisme, conséquence ou maladie ou conséquence, c'est une conséquence. Tout est là. Alors, il y a ceux qui voient, qui comprennent et qui osent réagir, et puis il y a ceux qui frissonnent et restent dans leur coin en acceptant le mensonge historique.